directeur face à l'État. Je peux vous dire, le dernier qui a dit l'État c'est moi, il y avait des bouclettes qui descendaient jusqu'aux chaussures, je ne peux pas vous dire ça, mais vous savez d'où je vous parle. Merci beaucoup pour votre invitation, en tout cas, cher Gérard, qui permet d'échanger sur ce sujet, comme disait M. le maire, sur ce sujet piquant, l'immigration, avec un grand nombre d'entre vous avec lesquels je travaille au quotidien. Je voudrais donc saluer tous celles et ceux qui, de près ou de loin, œuvrent sur ce sujet, c'est l'essentiel des gens ici, et tout particulièrement les associations et opérateurs avec lesquels l'État œuvre pour remplir son devoir d'accueil de la demande d'asile et d'intégration. Ars, Aurelia, alors je ne sais pas pourquoi leur nom commence tous par un A, ça c'est une des questions que je m'étais posée en commençant mon parcours ici. Alors, presque tous sur France Horizon, donc Ars, Adoma, Aurelia, Ami, Alizé. Il y a un mystère qu'il faudrait essayer de percer. C'est probablement. Voilà, c'est ça, c'est la question de place dans la lumière de ce donc, un tout petit mot pour vous dire d'où je vous parle. Donc, je vous parle d'un service qui s'occupe, mais vous le savez, d'accueillir entre 1500 et 1800 demandeurs d'asile par an en Meurthe-et-Moselle. Donc, de piloter un parc d'hébergement avec les associations que je viens d'évoquer, qui font le travail d'accueil au quotidien, et de faire en sorte qu'il y ait à la fois de la fluidité dans ce parc d'hébergement pour familles et pour personnes majeures. Vous l'avez compris, l'État prend le relais, non pas la patate chaude, mais le relais des gens de la majorité, d'une part, et puis d'intégrer, et sur ce plan, le délégué interministériel évoquera, d'intégrer les personnes qui bénéficient de la protection, les réfugiés. Et dans ce domaine-là, je l'évoquerai aussi, notre métier à l'État a évolué fortement sous la nécessité de faire beaucoup plus dans ce domaine-là, sous l'impulsion de la délégation interministérielle notamment. Et notre métier au local, le métier d'intégrateur de ces personnes, a beaucoup évolué, s'est beaucoup renforcé et en même temps complexifié. Voilà. Donc on pourrait évoquer un certain nombre d'expériences. Je pense par exemple au service civique qui est expérimenté à Génicité, dont je vois le président ici que je salue, et dans un certain nombre de NGC, service civique pour les jeunes réfugiés. Voilà un sujet très intéressant. Et on pourra peut-être, j'en profite pour le dire, si vous en êtes d'accord, diffuser le petit film dans le compte rendu, diffuser le petit film que les jeunes réfugiés ont fait eux-mêmes en service civique, qui est absolument formidable, plein d'humour, et qui montre bien dans quel état d'esprit ces jeunes, qui viennent d'avoir la majorité, ont à la fois le désir d'intégration et en même temps s'inscrivent complètement dans le contrat qu'on leur propose de passer, dans le contrat d'intégration républicaine. Voilà, c'est vraiment une belle expérience, j'espère qu'on pourra l'évoquer un peu plus tard. Un tout petit mot sur les propos introductifs du président sur la question de, effectivement, crise migratoire ou pas. Je crois que c'est très important ce qui a été dit. D'abord, il faut toujours relativiser les chiffres. Merci à Marianne Fisoli d'avoir donné quelques chiffres. Pour moi, les relativiser, vous savez qu'en 2015-2016, à Saarbrück, en Allemagne, il y a 8000 personnes qui ont été accueillies. 8000 personnes, c'est la totalité de la demande d'asile albanaise aujourd'hui en France. Donc il faut vraiment avoir en tête ces éléments-là. Il y a 17 000 personnes dans le land de la Sarre à l'époque. Voilà. Là où nous, on a fait Moselle, on en accueille, et c'est pas facile, on l'évoquera. 1593 l'année dernière, 1794, avec des caractéristiques différentes aussi, on va dire de haut, parce qu'on a une immigration, Marianne Fisoli le rappelait, en tout cas du côté de l'asile, qui est spécifique au département, spécifique au Grand Est,
et qui, vous le savez, est très fortement teinté par le régime balkanique, c'est-à-dire l'Albanie, et également la Géorgie, etc. J'en dirai deux. Donc c'est important de relativiser, en tout cas s'agissant de l'asile. C'est important de rappeler aussi que les flux migratoires en Europe, vous avez dit tout à l'heure, il faut le rappeler, sont en baisse permanente depuis 2016. Ils sont revenus au niveau de 2014. La demande d'asile en Europe, c'est un peu plus de 600 000 personnes. C'est au niveau de 2014. Alors on a atteint les chiffres de 1,3 million, naturellement, au plus fort de la crise migratoire. Et depuis, il y a eu une régulation très forte, notamment suite aux accords de l'Union européenne et Turquie. Et l'origine des flux, la structure des flux s'est beaucoup déplacée. Elle est naturellement maintenant beaucoup plus tournée vers le Sahara occidental et l'Espagne. Et vous savez beaucoup moins, l'origine est beaucoup moins la Turquie. Et puis on a une spécificité française, puisqu'on est le seul pays, je crois, en Europe, où il y a une légère augmentation, s'agissant toujours de l'Asie, il faut bien le dire. Et on l'a vu tout à l'heure, l'Asie n'est qu'une petite partie de l'immigration en France. Petite partie. Donc il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a 120 000 demandes d'asile en France, aujourd'hui. Donc la caractéristique de cette demande d'asile, c'est qu'en France, elle augmente. Alors elle augmente parce que on est un pays dit de rebond. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il y a 1% de protection octroyée en Allemagne. Ils étaient à 46% en 2007. Donc il y a beaucoup de gens qui demandent l'asile en Allemagne, c'est des pays qui redemandent l'asile en France. Donc on est d'abord un pays de rebond. On est ensuite un pays avec une forte migration balkanique directe. On le sait très bien, nous, dans la façade Grand Est, je le disais tout à l'heure, notamment la question de l'Albanie, et très récemment, car ce sujet n'existait pas en 2017, la Géorgie. Donc avec une immigration, une demande d'asile qui est liée essentiellement à des problématiques de pauvreté dans ces pays, de développement, pauvreté économique et sanitaire. Car vous le savez, la grande majorité des Géorgiens, flux qui a augmenté de 256% sur les dernières, la grande majorité des demandes d'asile liées à la Géorgie est liée à des problématiques sanitaires. Donc vraiment une structure très spécifique qui explique aussi pourquoi on a un taux de protection internationale plus bas que les autres, quand même de 36%, un peu plus bas que la moyenne nationale qui tourne autour de 38, je crois. Donc voilà, c'est toujours très important à la fois de restituer les chiffres de l'asile dans les chiffres de l'immigration globalement. Et puis, c'est-à-dire 120 000 demandes sur 500 000 titres de séjour peu ou prou octroyés sur le territoire national. Et puis, à l'intérieur de la demande d'asile, il y aura cette analyse territoriale et cette analyse de la volatilité des flux, des changements de nationalité qui font que, Mme Lafayette disait tout à l'heure, il est vraiment impossible d'avoir une appréciation générale, globale sur ces questions-là. Il faut vraiment descendre un petit peu dans la précision. Une fois qu'on a dit ça, quelques éléments de difficulté sans faire trop long. D'abord, l'accueil de cette demande d'asile, vous savez, une préoccupation permanente. L'État fait de très gros efforts en matière de développement de son parc d'hébergement. Il a doublé depuis 2016, donc on est à 86 000 places dans le dispositif national d'accueil, c'est 92 000 dans le courant de l'année. Les appels à projets sont forts, donc l'État fait des très très gros accueils pour à la fois répondre à cette augmentation et en même temps essayer de fluidifier le parc d'hébergement, avec évidemment un phénomène qui est très fort, compte tenu de ce que je vous ai dit, c'était la nature des flux, Albanie, Géorgie. Donc l'Albanie, c'est 6% de l'octroi de la protection, c'est-à-dire qu'il y a 94% des personnes ressortissantes albanaises qui sont dégoûtées de la demande d'asile. Donc un vrai sujet permanent pour nous, qui est de faire en sorte que les gens qui sont dégoûtés, évidemment, donc doivent quitter le territoire français, dans les OQTF, et donc il y a la question de l'exécution de ces OQTF, qui est politique, qui est destinée avant tout à faire en sorte que nous puissions accueillir dignement des personnes qui attendent
Il faut savoir qu'il y a 36 ou 37 000 places aujourd'hui qui sont occupées par des personnes qui ont, au niveau national, vocation à sortir de députés ou réfugiés, ou bien encore des personnes en situation de Dublin. Ça fait environ 36 ou 38 000. Et il y a l'équivalent de demandeurs d'asile qui attendent une place dans le dispositif. Donc on voit bien que s'il n'y a pas une action forte de sortie des personnes qui n'ont pas vocation à rester dans ce dispositif d'accueil, eh bien, ce sont les personnes qui doivent être accueillies au regard des conventions internationales qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment la fameuse convention de Genève de 1951, signée par 145 pays, qui ne peuvent pas être accueillis. Donc, voilà un double challenge sur lequel nous travaillons tous les jours. Alors, quand je dis nous, c'est chacun dans sa responsabilité. Moi plus particulièrement, avec les opérateurs sur les questions d'accueil et d'hébergement, la préfecture sur les questions, bien entendu, d'éloignement, sur les questions d'administration de séjour, les différents opérateurs, l'OFI, sur les questions à la fois d'intégration, d'orientation aussi, parce que vous savez que les orientations sont des directives. Alors, il y a une grande loi sur les questions de l'Office français d'intégration et d'immigration. Il y a une grande loi sur le sujet de l'asile et de l'intégration, d'ailleurs, une loi de septembre dernier, le 10 septembre 2019, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, qui vise justement à fluidifier, à accélérer les parcours, parce que si les ressortissants albanais viennent en France, c'est dans la grande majorité pas pour bénéficier du statut de la protection internationale, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas. C'est parce que les durées de parcours administratif de la demande d'asile est bien au-delà des 6 mois fixés par la loi, bien au-delà. Quand on ajoute la FRA, la CEDEC, etc., qui se maintiennent sur le territoire dans l'espoir, et je ne juge absolument pas quand je dis ça, de pouvoir s'implanter et après poursuivre leur vie en France. C'est sûr que l'Albanie est un petit pays qui souffre d'un grand retard de développement, qui s'est ouvert en 1992 après des dizaines d'années de dictature terrible, mais enfin qui est candidat à l'Union européenne et qui a des universités, etc. Donc voilà un challenge sur lequel je pense que les acteurs de l'accueil reviendront tout à l'heure. Je pense à l'ARS, à Régard et d'autres qui reviendront cet après-midi au sein de la. Et puis deuxième challenge, l'intégration, comme je le disais tout à l'heure. Alors l'intégration, c'est notamment l'intégration des réfugiés, même si le nombre de personnes en situation de protection internationale n'est pas énorme. C'est une population qui, si on n'y prend pas garde, ça le ministère ministériel, M. le préfet, le dira mieux que moi, eh bien, est en grande difficulté d'intégration. Il y a des études, notamment d'économie, sur ce que les Anglais appellent les limbes, qui sont très précises. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un laboratoire d'économie ici à Nancy qui est spécialisé sur la question migratoire. Qui fait des colloques, qui a un travail très intéressant sur ces questions-là, sur les durées de l'intégration, et qui montre bien que si vous laissez un étranger, fût-il en situation régulière, sans accompagnement, je pense à la langue, je pense à l'accès au logement, etc., pendant des mois, ses chances d'intégration par la suite vont être extrêmement limitées. Et on a, je crois, jusqu'à présent, c'est en train de se réduire 2 fois plus, on a des étrangers sous protection, des réfugiés qui restent en moyenne 2 fois plus longtemps que en Allemagne. Donc on a, en tout cas, s'agissant de la partie qui a vocation à s'intégrer, on a environ 300 à 400 réfugiés dans le dispositif, disons, dépendant de l'État, que nous accompagnons avec ces opérateurs, avec d'autres acteurs associatifs, j'évoquais le service civique tout à l'heure, et surtout avec une préoccupation qu'ils apprennent vite la langue française. Ce n'est pas une langue facile à apprendre, de façon à pouvoir rapidement discuter
discuter avec un bailleur social, de façon à pouvoir rapidement faire un CV, et en effet, pouvoir se présenter auprès de l'entreprise du bâtiment. La Fédération du bâtiment est très intéressée, ça a été dit tout à l'heure, par ces profils. On travaille ardemment en lien avec les uns et les autres. On est nombreux autour de la table, mais on peut s'en réjouir, parce qu'on est vraiment en train de constituer une sorte de pacte de rugby autour de ces questions d'intégration, et d'avancer assez fortement autour de ces finalement compétences, comme disait Noël, je conclure là-dessus, de ces personnes qui veulent apporter leurs compétences, des compétences sur lesquelles qui ne sont pas forcément les mêmes en France. Il y a aussi des études très intéressantes là-dessus, et qui viennent enrichir finalement le tissu social et économique français. Voilà en quelques mots. Moi aussi j'ai été peut-être un petit peu long, mais un peu plus court que le président.